Il y a deux raisons à ce très court séjour d'une journée. La première raison est que je viens participer au dîner gala organisé dans le cadre du FOGECA, qui est le forum pour la promotion de l'émergence en Afrique, un cadre dans lequel des opérateurs économiques, des politiques, des leaders se retrouvent pour parler de développement économique. Donc il y a un gala annuel qui est organisé chaque année ici à Dakar et je suis invité à ce gala qui aura lieu ce soir, samedi 24 février. Et avant ce gala de ce soir, cet après-midi, je vais participer à certaines activités du forum des Soninké. Les Soninké, c'est une ethnie qui est partagée entre le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, mais aussi d'autres pays, mais principalement ces trois pays. Et donc, c'est cette diaspora, plus les ressortissants qui vivent dans les pays de cette ethnie qui se retrouvent chaque année dans un des pays. L'année dernière, c'était au Mali et cette année, c'est le Sénégal. Donc, je viens aussi, en tant que petit-fils de Soninké, participer à cet exercice-là. C'est ce qui me vaut d'être présent au Sénégal pour la journée du samedi 24. Ah ben bien sûr, vous savez, nos pays, nous partageons aussi bien la géographie évidemment que l'histoire et puis certaines cultures, certaines traditions. Le plus grand empire dans l'histoire avant la colonisation qui a été constitué dans cet espace de l'Ouest africain, notamment vers l'océan Atlantique, c'était l'empire de Ouagadougou, dont la capitale était à la lisière entre le Mali et la Mauritanie, mais qui recouvrait une bonne partie du sud de la Mauritanie, une bonne partie de l'ouest du Mali et une bonne partie du Sénégal, jusqu'en Guinée. Et cet empire a été dirigé par les Soninké. C'est au moins un lien historique entre nos pays. Donc donner la chance à ces liens d'être revigorés, c'est aussi coudre davantage nos pays. Vous avez sans doute su que aux engablures de l'indépendance au début des années 60, le Mali qui s'appelait Soudan à l'époque, et le Sénégal ont fait un même pays à travers une fédération qui est la Fédération du Mali. Ce sont des occasions ratées, à mon avis. Si on était allés ensemble, je pense qu'aujourd'hui on serait beaucoup plus fort que chacun séparé. Et donc ça montre bien que de manière stratégique, nos pays ont intérêt à se donner la main et aller ensemble, pas seulement au sein de l'UEMOA, au sein de l'Union africaine, mais aller ensemble en mettant en commun nos forces et en allant progressivement, pourquoi pas, un jour, vers un seul État. C'est ce qui doit être notre avenir commun, c'est ce qui a été notre passé commun. Et donc ce lien entre ce passé commun, qui est un passé souvent magnifié par les pays, et l'avenir souhaitable est aussi un lien que moi j'entends construire dans ma démarche politique. Ce parti aujourd'hui, après 7 années d'existence, est le 6e parti au Mali en termes d'implantation locale, puisque les dernières élections locales ont permis à Yéléma d'être, en termes de conseillers municipaux, 6e au pays avec plus de 400 conseillers municipaux et sur l'ensemble du territoire. C'est un peu la particularité de notre parti. C'est que nous avons des élus dans toutes les régions, nous avons des maires dans toutes les régions, nous avons des élus dans toutes les provinces et ça montre bien que nous sommes présents un peu sur l'ensemble du territoire. Il y a des partis qui ont plus d'élus que nous, mais qui sont concentrés sur certaines régions. Nous, on est concentrés absolument nulle part et nous sommes présents évidemment aussi au niveau de la capitale Bamako, où l'une des mairies est détenue par le parti depuis que moi je suis maire moi-même, c'est-à-dire depuis 2009. Donc c'est un parti qui vit bien, qui fonctionne bien, qui a de l'avenir, c'est certain, qui est animé par des jeunes qui ont de la conviction, qui se battent et qui donnent au parti et qui servent le parti, qui ne se servent pas du parti comme c'est le cas dans beaucoup de pays et dans beaucoup de partis dans notre pays. Donc nous avons, je pense, de l'avenir. Évidemment, le parti a du chemin à faire. C'est un jeune parti, c'est un parti de jeunes. Ce chemin, il entend bien le mener, Inch'Allah. Il est probable que je sois candidat, mais je suis dans une dynamique unitaire. La dynamique unitaire, c'est que je suis en train de travailler avec un certain nombre de personnalités de la vie politique dans notre pays, un certain nombre de partis qui ont un discours de changement
et qui s'inscrivent dans le renouvellement de la classe politique et dans la rénovation même de l'idée politique dans notre pays. Aujourd'hui, ces leaders, certains ont été premiers ministres, certains ont été ministres, certains sont à la tête de grands partis, certains sont des hommes d'affaires, certains sont plutôt novices. Cette force que nous entendons constituer aujourd'hui pourrait être de très loin la première force du pays, mais il faut qu'on s'entende. Nous avons un mois encore jusqu'au 25 mars pour désigner notre candidat et décliner notre démarche vers les élections législatives et puis peut-être vers un futur grand parti politique. C'est ce regroupement qui doit donner un candidat. Moi, je suis un des candidats à la candidature comme beaucoup d'autres et j'espère surtout que nous allons rester unis et que nous allons nous entendre sur un candidat. Vous avez raison d'insister sur le contenu du changement. Au Mali, mais aussi dans beaucoup de pays, on parle de changement. Mais rarement on donne un contenu au changement. Pour moi, le changement aujourd'hui, pour le cas du Mali, ça peut être différent du Sénégal où il y a sans doute des spécificités à prendre en compte. Mais si on veut parler du Mali, le changement, il y a 3 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est le leadership. On ne peut pas parler de changement sans changement de leadership. Mais quand je dis changement de leadership, il ne s'agit pas simplement de changer le président de la République, mais il faut aussi renouveler profondément la classe politique. Nous avons une classe politique qui est vieillissante, comme dans beaucoup de pays, où certains sont présents depuis 50 ans, en termes de responsabilité et de direction, qui ont dépassé les 75 ans allègrement, et donc qui aujourd'hui mériteraient plutôt d'être dans une posture de sage, de donneur de conseils, plutôt encore d'être candidat à une élection quelconque, surtout dans un contexte où 80% de la population n'a même pas 35 ans. Donc pour moi, le changement, c'est d'abord un renouvellement de leadership profondément, amener des idées nouvelles, des leaders nouveaux, avec une caractéristique importante que j'ai l'habitude de dénoncer, c'est le désintéressement. Ça aussi, ça manque beaucoup à la classe politique africaine de manière générale. Je ne parle même pas du Mali. Nous avons trop de politiciens professionnels. Nous avons trop de professionnels de la politique. Et donc, ça fait que les gens sont forcément déconnectés du monde social, du monde civil, de la réalité de leur pays. Parce qu'ils sont dans la politique, ils sont dans une bulle politique. Il faut que nous amenions à la classe politique des techniciens, des gens de la société civile, des acteurs économiques, des jeunes, des femmes qui sont désintéressés. C'est-à-dire qui ont construit leur vie et qui sont indépendants financièrement, économiquement de la politique. Je pense que ceux-ci pourront être de meilleurs leaders que ceux qui vivent de la politique. Donc pour moi, le premier élément du changement, c'est vraiment renouvellement du leadership des intéressés, compétents, honnêtes. Le deuxième élément du changement, c'est la gouvernance. Et la gouvernance à travers la lutte contre la corruption. Vous savez tous dans nos pays comment les choses se passent. La corruption est devenue pas une matière principale, mais un sport national. Mais ça vient essentiellement du leadership. Quand nous aurons à la tête des individus honnêtes, il y a de bonnes chances qu'on puisse durablement lutter contre la corruption. Quand nous aurons à la tête des individus qui ne sont pas vraiment honnêtes, qui flirtent tout le temps avec la ligne rouge, qui sont portés par des hommes et des femmes corrompus ou vivant de la corruption, il est difficile de combattre la corruption. Donc moi je pense que ce côté-ci est important. Nous avons besoin d'un leadership décomplexé, désintéressé, qui peuvent s'attaquer frontalement à la corruption, notamment la corruption au sommet. Parce que si on veut lutter contre la corruption, ce n'est pas à la base qu'il faut lutter, c'est d'abord au sommet. Et ça, nous avons besoin vraiment de ce marqueur pour montrer un peu l'intérêt pour le changement. Quand on parle de gouvernance, on parle de transparence. Aujourd'hui, avec l'essor des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, mais aussi des radios partout dans nos pays, on ne peut plus gérer dans l'opacité. Il faut gérer dans la transparence, il faut gérer avec les populations. Parce que c'est un élément fondamental de la gouvernance. La redevabilité, que nous apprenions à nous fixer des objectifs, que nous apprenions à mesurer nos performances, que nous apprenions à rendre compte. Et si nous n'y arrivons pas, qu'on n'attende pas la fin d'un mandat pour sanctionner un leader, qu'on mette en place des dispositifs où les populations, à un moment ou à un autre, où les élites ou les décideurs, à un moment ou à un autre, vont dire « celui-là, il n'est pas à son poste ». Il devait faire ce résultat, il ne l'a pas fait. C'est mesuré, c'est mesurable, tout le monde le voit. On le remplace, on met quelqu'un d'autre à sa place. Ce sont des choses qu'il faut mettre dans nos administrations, dans nos collectivités locales. Partout où on rend service aux populations, la question de l'efficacité et de la performance doit être une donne
fondamentale. Des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, mais aussi des résultats. Parce qu'on peut mettre un homme tout à fait compétent, mais il ne fait pas de bons résultats. Donc il ne s'agit pas simplement de l'homme, mais il s'agit aussi de son action. C'est pourquoi j'ai parlé de la gouvernance. Le troisième élément qui est important dans le changement, c'est la décentralisation. Nos pays sont des pays qui sont trop centralisés. Nos pays sont des pays qui concentrent l'essentiel de leurs capacités, de leur pouvoir, de leurs ressources dans la capitale. C'est ce qui fait que nous avons une urbanisation unipolaire, nous avons une urbanisation macrocéphale, comme on dit, c'est-à-dire la tête est trop grosse par rapport au reste du corps. Et vous savez pertinemment, comme tout le monde, que quand la tête d'une structure est plus grosse que le corps, la structure, elle tombe. Même l'homme, si votre tête est disproportionnée par rapport à votre corps, vous ne pouvez pas tenir debout. Donc, il faut faire en sorte que nous ayons des capitales qui soient à dimension humaine. Regardez Dakar, regardez Bamako, c'est la moitié des urbains du pays qui y vivent. La moitié des gens qui vivent en ville au Sénégal vivent à Dakar. La moitié des gens qui vivent en ville au Mali vivent à Bamako. La moitié des gens qui vivent en ville en Guinée vivent en Conakry. Parce que les pays sont trop centralisés. Tout se passe dans la capitale. Le pouvoir se donne là. Les marchés se donnent là. Donc tous les opérateurs économiques sont là. Si nous voulons révolutionner l'organisation de nos pays, il faut qu'on apprenne à donner du poids à la périphérie. Que dans les différentes régions du Sénégal, on puisse régler au moins 80% des problèmes des populations sans qu'ils soient obligés de venir à Dakar. Que ce soit la même chose à Bamako. Donc je pense que la question de décentralisation, elle est au cœur du projet du changement. Il faut travailler à ça et faire en sorte aussi que les diversités de nos pays. Pour le cas du Mali, on est un pays très divers, où vous avez du désert et de la savane, vous avez de la forêt aussi, vous avez des blancs, vous avez des noirs, vous avez des arabes, des tamasheks, vous avez des chrétiens, des musulmans, vous avez une diversité climatique et ethnique qui est tellement forte que vous ne pouvez pas gérer tout cet ensemble à partir d'une ville, à partir du centre. Donc, tout projet de rénovation et de changement de notre pays doit être aussi un projet de décentralisation. Donc, pour moi, c'est ce contenu qu'il faut amener donner au changement et le porter à la connaissance de nos populations pour qu'elles puissent dire « Ah, il y a quelque chose qui est en train de changer ». Parce que nos populations sont très dubitatives. Chaque élection, on leur parle de changement et chaque élection accouche au même constat. C'est le cas dans d'autres pays, sans doute. Une excellente chose. Depuis 2014, je fais partie de ceux qui réclament le retour de ATT. Non pas que je suis de son parti, je ne suis pas de son parti. Non pas que je suis, intéressé ou je suis dans le passé. Non. Mais j'estime qu'il y a un pays qui a la chance d'avoir un ancien président. Un pays qui a la chance d'avoir plusieurs anciens présidents. Le Mali est l'un des rares pays aujourd'hui en Afrique à avoir 4 anciens présidents vivants. Ce serait dommage de se priver de leur expertise, de leur expérience et de leur apport au pays. Et pour apporter au pays, il faut être au pays. Donc j'ai toujours demandé à ce que le président Amadou Toumani Touré puisse retourner parmi les siens et puisse contribuer, comme il l'entend, à la réconciliation nationale, à l'unité de notre pays et aux enjeux de son développement. Lui-même, il le dit comme les autres anciens présidents, ils ne sont pas intéressés par une aventure politique. C'est une erreur que de vouloir courir après le passé. Mais ils peuvent apporter. En tant que quelqu'un qui a dirigé le pays au niveau le plus élevé, ils peuvent donner des conseils, ils peuvent accompagner, ils peuvent faire bénéficier de leur réseau aux gouvernants, si les gouvernants ont l'intelligence de travailler avec eux. C'est sous ce temps que je pense que ce retour serait une bonne chose. Écrire d'abord pour moi, c'est une manière de témoigner, une manière de donner, de partager mes réflexions, parce que j'estime qu'un homme d'action est d'abord et avant tout un homme de réflexion. Une action sans réflexion préalable, pour moi, ce sont des gesticulations vaines et inefficaces. Il faut que la réflexion permette de baliser l'action. Donc j'écris beaucoup. J'ai écrit 6 livres, je crois, depuis quelques années. Les derniers livres traitent de la question de la jeunesse africaine, l'avant-dernier est donc la question du Mali, ces 3 dernières années, avec le titre « Le Mali entre vents et marées ». Ce livre est plus une compilation de tribunes que j'ai eu à publier ces dernières années et qui traite de toutes les questions d'importance de notre pays, depuis la question de l'accord de paix du Nord,
aux questions du terrorisme, aux questions de l'islamisme, de la laïcité, qu'il faut vraiment savoir gérer de manière intelligente, aux questions liées à la corruption, aux questions liées au développement économique, notamment la fourniture de services aux populations, les rapports avec la société civile, les questions de grève. Donc toutes ces questions sont traitées avec l'esprit de donner des solutions. Moi, généralement, et ça c'est un exercice auquel je me plie toujours, je ne me contente jamais de diagnostiquer ou de mettre le doigt sur là où ça va mal. J'essaie toujours de faire accompagner cela par des prescriptions qui, si elles sont suivies, pourront amener un peu de mieux-être à la collectivité et à ses habitants. Donc ce livre-là, sur tous ces thèmes, mais essaie de mettre l'accent sur ce qui ne va pas. Et en mettant l'accent sur ce qui ne va pas, j'essaie de faire ressortir ce qui est structurel. Moi, je me méfie toujours de la conjoncture. Et j'essaie aussi de ne pas personnaliser les situations. Il y a certains hommes politiques dans notre pays qui pensent que tout ce qui arrive au Mali, c'est la faute du président Ibeka. Je dis non. Le président Ibeka, on peut lui reprocher de ne pas avoir trouvé de solution au problème. Mais ce qui arrive au Mali dans notre pays, c'est un des problèmes structurels dont certains remontaient à 15, 20 ou même 30 ans. Donc il faut qu'on ait le courage d'identifier ce qui est l'écume et ce qui est vraiment le corps de la vague, et donc on puisse vraiment apporter les réponses appropriées aux problèmes structurels. C'est ce qui va faire que dans 5 ans, dans 10 ans, nous n'aurons pas de résurgence des mêmes situations. En s'en prenant aux effets, les causes continueront toujours à produire des effets demain. Donc le livre, il est vraiment rédigé un peu dans cet esprit. C'est de faire le constat de ce qui ne va pas, mais aussi d'apporter des réponses appropriées sur le court, moyen et le long terme. C'est un sujet majeur. Je pense que de manière stratégique, la première menace pour l'Afrique, c'est sa jeunesse. Mais c'est aussi la première opportunité pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, il faut vraiment le constater. La jeunesse est beaucoup plus du curseur de la menace que du curseur de l'opportunité. On n'arrive pas d'abord à faire en sorte que la jeunesse bénéficie de la transition démographique. L'Afrique est un continent qui se rajeunit, qui croît. Et on est aujourd'hui à 1,3 milliard, 400 millions d'habitants. Dans une génération, en 2050, les gens pensent au moins à 3 milliards d'habitants. Donc le continent va doubler en une génération. C'est un défi phénoménal. Si ce nombre important d'habitants qui arrive, s'il n'est pas soigné comme il faut, s'il n'est pas éduqué comme il faut, s'il n'est pas formé comme il faut, il sera simplement une menace pour les collectivités. Pour moi, c'est un défi phénoménal qu'il faut qu'on apprenne à adresser. Donc il faut que la question démographique soit au cœur du continent. Il y a aussi la question du changement climatique et de l'aménagement du territoire de manière générale, qui va permettre de faire en sorte que ce territoire, qui est a priori propice au développement, où le climat est doux pendant toute l'année, que ce territoire soit propice à la création de richesses pour pouvoir donner de l'emploi aux jeunes. Je pense que ça, c'est un phénomène important. Il y a aussi la domestication des nouvelles technologies qui peuvent offrir des opportunités importantes au continent. Nous avons de la matière pour satisfaire nos jeunes, mais pour cela, il faut un leadership visionnaire. On revient toujours à ce par quoi on a commencé. Sans leadership visionnaire, on ne saura pas où partir. Alors que le monde qui va arriver va être un monde très trouble, va être un monde avec une accélération extraordinaire des cycles. Chaque 10 ans, pratiquement, il y a un renouvellement des standards. Il y a 10 ans, les outils qui forment notre quotidien aujourd'hui, les réseaux sociaux, Google, YouTube, Facebook et autres, n'existaient simplement pas. Dans 10 ans, il y a des choses qui vont exister qui n'existent pas aujourd'hui. Donc tant qu'on n'aura pas un leadership, qui ne soit pas un leadership qui vit dans les années 60, mais qui vit avec cette hantise permanente d'adapter son contexte et sa société à cette évolution afin de pouvoir en bénéficier, nous aurons toujours 10 ans, 20 ans de retard et nous serons toujours condamnés à être des consommateurs de la richesse créée par d'autres. C'est ce qui nous maintient en pauvreté. L'Afrique peut. La jeunesse est une formidable opportunité, mais il y a des préalables. Et le leadership n'est pas le moindre de ces préalables.